Si vous ne connaissez pas les Anime Awards, il s'agit d'une cérémonie de remise de prix pour les animés organisée par l'association Kanimi, une association à but non lucratif francophone, créée entre autres par des youtubeurs manga comme Kozen et Yoyanis. C'est un peu comme les Crunchyroll Awards, mais organisé de manière indépendante, qui peut donc porter sur tous les animés qui sortent en France et pas seulement sur une plateforme en particulier. Ça fait maintenant 3 ans que je suis cet événement que je trouve très cool et pour lequel je rattrape pas mal d'animés chaque année. Du coup, je me suis dit autant faire une vidéo pour revenir dessus. J'ai pas tout vu, mais je pense avoir vu au moins les plus importants. Je vous invite à aller regarder le replay de la cérémonie 2024 qui a eu lieu au Club de l'Étoile à Paris, ou alors le replay de mon live Twitch où j'ai réagi. Vous avez les liens en description. Ici, je vais faire un retour sur les différentes catégories, les animés nommés dans chacune, donner mon avis dessus, puis parler des résultats. Pour chaque catégorie, je donnerai l'animé pour lequel j'ai voté, celui que j'imaginais remporter les votes, puis le gagnant effectif. Il faut savoir que c'est pas comme les Oscars. Ici, on a un jury qui sélectionne les animés, mais ensuite les gagnants sont sélectionnés par un vote populaire. Alors comme je pense que ce sera plus pratique comme ça, je vais commencer par parler des animés que j'ai vus pour cette cérémonie. Il s'agit d'animés que j'ai vus en entier ou au moins partiellement, plus une exception que j'ai seulement lu en manga. Ça fait quand même 28 animés sur les 65 sélectionnés, ce qui je pense est quand même pas mal. Alors je vais procéder par ordre alphabétique, et du coup le premier c'est A Sign of Affection. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le handicap, c'est l'adaptation d'un manga dans lequel on suit Yuki, une étudiante japonaise sourde, qui va rencontrer un jeune homme qui voyage régulièrement et qui parle plusieurs langues, et il y a toute une romance qui va s'installer. Je pense que A Sign of Affection c'est un animé très solide. Ça aborde bien le handicap, ça montre des aspects qu'on n'a pas l'habitude de voir, et la romance sans être exceptionnelle, elle est plutôt bien gérée. Le seul reproche que j'aurais à A Sign of Affection, c'est ses personnages secondaires, qui pour le coup ils sont vraiment pas très intéressants, mais il y a certains épisodes qui sont vraiment centrés sur eux, et ça c'est un peu dommage. Je trouve qu'ils sont pas très intéressants là où on a envie de voir le couple principal se développer. À part ça, c'est vraiment très mignon, très touchant, et pour moi c'est le meilleur animé de romance de 2024, on en reparlera. Alors Bleach Thousand Year Blood War, c'est la deuxième ou troisième partie de la suite de l'animé Bleach, je sais plus exactement. Alors moi je suis pas un gros fan de Bleach, et je suis un peu saoulé par les shonen des années 2000 que j'ai bouffé énormément quand j'étais ado. Je regarde surtout pour suivre mon personnage préféré, Zaraki Kenpachi, mais j'avoue que Ichigo et la plupart des autres personnages, je les trouve pas très intéressants. Ichigo c'est un peu la caricature du héros de shonen extrêmement lambda, avec pas beaucoup de personnalité, à l'image de son attaque spéciale qui est toujours la même avec seulement quelques variations. Bref, je suis content pour les fans de Bleach, ils ont enfin leur suite en animé, et il y a quelques bons trucs comme par exemple les musiques de Shiro Sagisu, qui est le même qui faisait des musiques sur Evangelion, mais sinon pour moi c'est vraiment pas du tout l'animé le plus intéressant de cette année. Alors Blue Box, la nouvelle romance du Shonen Jump. Donc c'est un manga à la base qui a été adapté en animé, et c'est vraiment la romance de shonen très classique de chez classique. Bon, la seule particularité c'est de mélanger un peu de sport, et encore c'est pas très original non plus. Et vraiment je suis désolé mais je suis pas fan du tout de Blue Box. Mon visionnage de cet animé il a été extrêmement compliqué. Le truc c'est que je comprends pourquoi ce manga et donc son adaptation animée marche. En fait Blue Box c'est un cahier des charges. Il va prendre tous les clichés de la romance qui existent dans les mangas et animés et te les réciter dans l'ordre comme une partition. Et tous ces codes là ça a fait ses preuves et ça marche. Donc c'est plutôt normal que les gens sensibles à ce genre d'histoire accrochent. Le problème c'est que pour moi c'est tellement classique que je vois les fils de la trame scénaristique. Je vois et j'imagine ce que l'auteur ou l'autrice, je sais pas, veut écrire dans son histoire et comment il l'écrit. Et ça c'est pas normal, je suis pas censé me poser de questions lorsque je lis une histoire. Et du coup ça me sort du truc et j'accroche pas du tout. Surtout que les clichés qu'on retrouve dans Blue Box, c'est trucs extrêmement éculés, vus et revus à foison. Le héros qui a un crush sur une fille alors qu'il lui a jamais parlé de sa vie. Comme par hasard, leurs mamans se connaissent et par la force des choses, la fille va vivre chez lui, ce qui forcément va les rapprocher et créer des quiproquos. Il y a aussi un quiproquo cliché justement au moment où le héros pense que la fille va partir à l'étranger. Après il fait une sorte de promesse un peu cringe où il se jure de devenir un meilleur joueur de badminton pour mériter de sortir avec cette fille. Enfin voilà, plein de trucs comme ça que moi je trouve pas ouf. Mais au moins je comprends pourquoi ça fonctionne, parce que c'est une recette qui a déjà été testée et approuvée. Les carnets de l'apothicaire. Alors il s'agit toujours de la première saison, mais de la suite, parce qu'il y a une partie qui est sortie en 2023 et la deuxième partie en 2024. Et bon, c'est totalement dans la continuité de la première partie. Et moi perso je trouve ça sympathique, sans plus. Ce qui est intéressant c'est surtout le côté enquête et mystère, parce que c'est ça la trame principale des carnets de l'apothicaire. Après je suis pas trop fan du fait que malgré l'intelligence de la protagoniste, elle remet pas trop en cause l'ordre établi. Bon après en même temps c'est pas son but, on peut le comprendre, mais ça donne des scènes un peu bizarres où il parle des inconvénients qui se passent dans la cour impériale, mais sans rien faire pour y remédier. Bon après ça reste un animé très solide et je comprends pourquoi ça a du succès. Cherry Magic, il s'agit d'un yaoi, donc une histoire de romance entre deux hommes, qui se base notamment sur la légende urbaine, le fait d'atteindre 30 ans en restant puceau
donne des super pouvoirs. Et du coup, on suit Adachi qui a le pouvoir de lire dans les pensées des personnes qu'il touche, et il va se rendre compte qu'un de ses collègues de bureau a un crush sur lui. Voilà, puis il va s'en suivre de la romance, des moments gênants, des moments touchants, etc. En fait, c'est une romance assez classique avec juste le côté super pouvoir et le côté yaoi, même si en vrai, ça ferait pas trop de différence si c'était un couple hétérosexuel. C'est l'adaptation d'un manga et bon, c'est plutôt accessible, c'est plutôt mignon. On n'y retrouve pas les clichés qui pourraient faire que ça serait dirigé vers un public plus averti. Donc voilà, plutôt cool sans être exceptionnel. Criminel Fiançailles, pareil, adaptation d'un manga. Et là, je vais avoir un peu plus de mal avec celui-là. Alors autant je suis super fan du chara-design et de la direction artistique, autant l'histoire et les personnages, j'ai un peu plus de mal. On y suit Yoshino, qui est l'héritière d'un clan de Yakuza, qui va être fiancée à Kirishima, l'héritier d'un autre clan de Yakuza, mais qui est clairement dangereux et psychopathe. Du coup, l'intérêt de l'histoire, ça va être de voir Yoshino se débattre dans ce milieu extrêmement violent, et notamment essayer de gérer Kirishima, qui a un crush sur elle, alors qu'elle pas du tout, et qui est extrêmement dangereux. Évidemment, il va y avoir d'autres histoires de Yakuza, de clans, etc. Alors ça pourrait être super intéressant. Le souci que j'ai avec cette œuvre, c'est que malheureusement, je trouve que Yoshino, elle est pas très cohérente entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. En tout cas, ce qu'elle est censée faire. Parce qu'en même temps, elle est extrêmement méfiante de Kirishima, et a raison. Elle voudrait rompre les fiançailles et le quitter le plus vite possible, retourner à une vie à peu près normale. Mais en même temps, on sait pas pourquoi, elle reste vachement attachée à lui, elle a beaucoup de gestes d'acceptation, limite d'affection, alors qu'encore une fois, très clairement, elle ne l'aime pas. Et elle a largement plusieurs occasions de se barrer, tout simplement. Elle n'est pas obligée de rester avec lui, surtout qu'elle a dû déménager et changer de lycée pour ça. Mais non, on sait pas pourquoi, elle reste quand même. Voilà, elle reste quand même pour que l'histoire puisse continuer, c'est normal. Mais le fait est que c'est pas super cohérent avec ce qui est censé être sa personnalité. Limite, ce serait plus intéressant si elle subissait davantage de restrictions. Mais c'est pas le cas. Après, le reste de l'histoire, les affaires avec les autres clans de Yakuza, sont pas super intéressantes non plus. Du coup, je trouve ça dommage et j'étais un peu déçu quand même. Maintenant, nous arrivons à Dandadan. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de cet animé? J'ai déjà fait une vidéo dessus d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse. Dandadan, c'est l'histoire de Momo et Okarun, deux lycéens qui vont être confrontés à des invasions d'extraterrestres et de yokai, des légendes japonaises locales. Faut savoir que Dandadan, j'ai commencé par lire le manga et je trouvais ça intéressant sans plus, c'est un shonen très solide, avec quelques originalités intéressantes, comme le fait que les protagonistes soient un garçon et une fille, et il n'y en a pas vraiment un qui est au-dessus de l'autre, donc ça c'est plutôt cool. Et il y a certains thèmes intéressants qui sont abordés, et certains moments qui sont assez touchants. Voilà, au niveau du manga c'était sympa sans plus, et en vrai, je trouve que l'animé apporte une vraie plus-value. J'ai été très agréablement surpris, que ce soit au niveau de l'animation, même des musiques. La VF aussi, elle est très cool, j'en parle dans ma vidéo. Du coup, je trouve que vraiment l'animé, il est très réussi, sur plein d'aspects différents, et c'est normal qu'il soit aussi populaire. Et très clairement, c'est l'un des grands favoris de cette cérémonie. The Dangers in My Heart, là pareil, j'ai connu le manga en premier, sauf que c'est plutôt l'inverse, je trouve que l'animé, il apporte pas beaucoup de plus-value. À la base, c'est une comédie romantique assez classique, et que je trouve très cool et assez touchante. Après, pour ceux qui ne lisent pas le manga, moi, l'animé, pourquoi pas. Et du coup, je comprends pourquoi ça marche un petit peu. Après, moi, je préfère quand même la version manga. Du reste, c'est pas mauvais en soi, donc on va rester sur plutôt cool. Days with My Stepsister, qui est l'adaptation d'une light novel. C'est une romance entre un lycéen et une lycéenne, qui ne sont pas frères et sœurs, mais dont les parents respectifs se remarient. Du coup, ils sont plus ou moins frères et sœurs par alliance. Mais en vrai, ils viennent tout juste de se rencontrer et ils ont aucun lien de sang. Et bah, en vrai, cet animé, ça a été plutôt une bonne surprise. J'ai déjà fait une vidéo sur l'inceste dans les animés il y a longtemps, et il faut savoir que c'est un genre que je peux apprécier, mais par contre je suis très exigeant. Et là pour le coup, je trouve que c'est quand même plutôt bien amené. C'est une romance très légère, qui démarre très lentement. Il y a beaucoup de passages portés sur la tranche de vie, sur des ambiances de la vie quotidienne, des passages assez poétiques. On sent que c'est un animé qui avait pas beaucoup de moyens, mais qui a réussi quand même à faire quelque chose avec ça. Et contre toute attente, les deux personnages se posent les bonnes questions par rapport au côté éthique de leur relation. Donc plutôt une bonne surprise, voilà, pas l'animé de l'année, mais c'est plutôt cool. Delico's Nursery, une histoire de garderie avec des vampires. Alors moi au départ j'ai commencé à regarder cet animé surtout pour le chara-design que je trouve vraiment exceptionnel. Enfin, juste c'est vraiment trop beau en fait. Même les décors, ils ont un style très particulier qui dénote beaucoup avec les personnages au premier plan, mais qui marche quand même, ça donne une patte artistique assez sympathique. Malheureusement, au niveau de l'histoire, j'étais un petit peu déçu. Moi, je m'attendais à une sorte de comédie un peu tranche de vie, où ça serait par exemple des vampires qui doivent garder des enfants humains. En fait, non, pas du tout, c'est des vampires qui ont leurs propres enfants. Et voilà, il va se passer quelques aventures et mésaventures où ils vont être impliqués dedans. Donc voilà, au final, plutôt joli, mais
pas l'histoire que j'aurais espéré. Pour les gens qui apprécient, pas de soucis. Voilà, pour moi, c'est clairement pas l'animé de l'année. Du Mouvement de la Terre. Alors là, ça va commencer à devenir compliqué. Alors du Mouvement de la Terre, au départ, c'est un manga qui donc a eu une adaptation animée. Et je sais pas pourquoi, apparemment, c'est super populaire en termes critiques. Il y a beaucoup de gens parmi les youtubeurs manga et tout ça qui en parlent. Le truc, c'est que j'ai essayé de regarder et je me suis fait chier de ouf en fait. Alors pour mettre les choses au clair et éviter les effusions de sang, je précise que évidemment il s'agit juste de mon avis et que en aucun cas ça ne doit impacter votre vision de l'animé. Si vous l'avez apprécié, si vous le trouvez génial et tout, il n'y a aucun souci entre nous. Après le truc c'est que tout comme moi je respecte le fait que des gens apprécient cet animé, eh bien vous devez en faire autant et respecter le fait que moi je ne l'aime pas. Du coup, du Mouvement de la Terre, ça parle de l'héliocentrisme dans l'Europe du Moyen-Âge, ou plutôt de personnages qui vont étudier l'héliocentrisme, donc le fait que ce soit le soleil qui tourne autour de la Terre et pas l'inverse, le géocentrisme, qui à l'époque remet en cause pas mal de dogmes de l'église. Du coup on suit Rafale, un jeune garçon de 12 ans, à qui un autre personnage va inculquer l'héliocentrisme, et surtout lui montrer, lui prouver mathématiquement et par l'observation. Le truc c'est qu'il y a plusieurs choses que je ne comprends pas dans cette histoire. Déjà à la base je vois pas trop l'intérêt de raconter une histoire qu'on connaît déjà, on sait comment l'héliocentrisme a été découvert, démontré, etc. Je veux dire dans notre histoire à nous, quel problème ça a généré par rapport à l'église, quelles personnes étaient impliquées, et là je trouve ça bizarre de nous raconter cette histoire mais avec des personnages totalement inventés. Je sais pas, c'est comme si j'écrivais une histoire par exemple sur la construction de la tour Eiffel, sauf que j'aurais inventé tous les personnages qui auraient des noms différents qui seraient impliqués dans sa construction. Techniquement il y a rien qui l'en empêche, mais pourquoi ? Je comprends que c'est un sujet qui est pas beaucoup abordé dans les mangas, effectivement ça peut être intéressant d'en parler, mais pourquoi comme ça ? Je comprends pas. Au-delà de ça, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout d'accord avec moi, je trouve que les personnages, ils sont extrêmement caricaturaux. Genre le premier personnage important qu'on voit dans l'animé, c'est Novak, un agent de l'église, de l'inquisition. Bon, déjà c'est bizarre parce que plus tard on découvre que c'est un profane, donc il fait pas partie du clergé, mais il bosse quand même pour l'église, pour torturer des gens, et notamment des gens qui remettent en cause les dogmes de l'église, dont l'héliocentrisme. Et le truc, c'est que factuellement, il est hyper caricatural. C'est le gros cliché de personnage psychopathe qui aime faire souffrir les gens, vraiment. Du genre, il collectionne les ongles qu'il a arrachés à toutes les personnes qu'il a torturées, il se balade avec une poire d'angoisse accrochée à sa ceinture, donc c'est un instrument de torture qu'on met dans la bouche pour casser la mâchoire, et il se promène tranquillement dans la rue avec les manches complètement ensanglantées, genre tout le temps. Alors je sais que l'Inquisition et le Moyen-Âge c'est une période sombre, mais quand même. L'autre côté, donc on a Rafale, une espèce de jeune génie, qui, comme il a eu pas mal de problèmes dans sa vie, à la base sa personnalité c'est vraiment de rentrer dans le moule, de causer un minimum de problèmes à un minimum de personnes, et qui du jour au lendemain, parce qu'il va rencontrer une espèce de seigneur Sith, il va complètement changer de personnalité et devenir ultra obsédé par l'héliocentrisme, au risque de se faire choper et juger par les membres de l'Inquisition. Ensuite il se passe ce qui se passe dans l'épisode 3, les gens qui l'ont vu savent de quoi je parle, qui pour moi est pas très cohérent avec son personnage à la base, surtout pour un jeune garçon de 12 ans. Par la suite on va rencontrer d'autres personnages, mais soit ils vont être vraiment pas intéressants du tout je trouve, ou alors encore une fois ultra caricatural. Du genre il y a un moine hyper sombre et torturé de fou, qui a un œil en moins, l'autre qui est à moitié aveugle et des cicatrices sur tout le visage. Enfin non, faut arrêter un moment. Ce qui aurait pu m'intéresser dans l'histoire, c'est si vraiment il s'était concentré sur l'héliocentrisme justement, sur quelles preuves s'appuyer, comment calculer, comment démontrer, et on a un peu de ça, mais seulement un peu en fait. Et tout le reste de l'histoire se concentre sur les personnages qui sont pour moi clairement le point faible du manga et de l'animé. Du coup désolé vraiment, mais j'ai pas du tout aimé du Mouvement de la Terre. Même au niveau de l'animation, je trouve ça pas ouf du tout. Le chara-design il est assez rigide, les musiques elles sont pas mémorables du tout. Enfin voilà, contrairement à Blue Box que je n'ai pas aimé, mais dont je comprends le succès, du Mouvement de la Terre, je ne comprends pas. En tout cas, j'espère que j'ai pu expliquer clairement pourquoi je n'aimais pas ça, et que vous l'avez compris. Ensuite, nous avons The Elusive Samurai, une adaptation du manga par l'auteur d'Assassination Classroom, animé par le studio Cloverworks. Et si j'en parle, c'est parce que je pense que l'animation, c'est vraiment le principal point fort de The Elusive Samurai. Alors au niveau de l'histoire, c'est une adaptation extrêmement libre de la vie de Tokiyuki Hojo, l'héritier du clan Hojo, qui est un clan qui a réellement existé dans l'histoire du Japon et qui s'est fait évincer à cette époque. Et du coup, on va suivre son histoire où il va recruter des personnes pour essayer de reprendre le trône du Japon. Alors déjà, un peu comme du Mouvement de la Terre, je trouve ça un peu bizarre de reprendre des personnages historiques existants, mais de faire un petit peu n'importe quoi avec. Alors autant ça me dérange pas dans des adaptations un peu libres, comme par exemple le manga Reine d'Égypte, qui parle de la vie de la vraie reine d'Égypte Hatshepsut, de manière un peu romancée et tout, mais ça correspond à peu près aux faits historiques. Là, c'est on prend un personnage historique, et on en fait un héros de shonen, genre avec des pouvoirs, avec des trucs surnaturels, avec des combats très shonen aussi. Il va s'entourer de camarades qui ont chacun leur particularité. Enfin bref, un peu bizarre, même si je comprends un peu plus cette démarche
que celle du mouvement de la Terre. The Legend of Samurai, en gros, c'est comme si on prenait un seigneur local un petit peu connu mais pas trop chez nous, je sais pas, par exemple le comte de Champagne, avec lequel on ferait une sorte d'histoire un peu fantastique et tout. Bref, après c'est pas ça qui me gêne en vrai dans The Elusive Samurai, c'est surtout le fait que ce soit un shonen très porté neketsu, qui est un genre avec lequel j'ai beaucoup de mal aujourd'hui. Alors certains avec qui ça passe, comme par exemple Dan Dadan, mais là pour le coup j'accroche pas trop. Après c'est superbement bien animé par Cloverworks, et je comprendrais totalement que des gens qui aiment le genre accrochent totalement à cet animé. Ça reste cool visuellement, après j'accroche pas plus que ça. Ensuite on a l'animé Freerun qui revient cette année, parce que comme les carnets de l'apothicaire, c'est une saison qui était à cheval entre 2023 et 2024. Du coup là on parle de la deuxième partie de cette saison, et Freerun c'est plutôt cool, c'est une œuvre d'heroic fantasy qui a la particularité de parler du passage du temps à travers les yeux de Freerun, qui est une elfe qui a une longévité très supérieure à celle d'autres créatures, comme notamment les humains, et qui du coup n'a pas le même rapport que nous au passage du temps. Ce qui est un peu dommage, c'est que cette deuxième partie, elle devient pour le coup très shonen neketsu, on a carrément un arc d'examen, avec des épreuves, des combats et tout, qui ralentit pas mal l'intrigue, et qui nous montre beaucoup de nouveaux personnages, plus ou moins intéressants. Voilà, après les musiques sont cool, c'est quand même assez bien animé, notamment certaines scènes d'action qui sont très visuelles, et je comprends parfaitement que ce soit un des animés grands favoris de cette cérémonie. Ça l'était déjà l'année dernière. Après, personnellement, c'est pas un de mes animés préférés de cette année. Girls Band Cry, un animé original, qui rentre dans cette catégorie des animés avec des personnages féminins qui montent un groupe de musique, avec la particularité d'être animé entièrement en 3D par la Toei Animation. Alors autant moi, si vous me connaissez, vous savez que je suis vraiment pas fan de 3D et de CGI d'une manière générale, autant là, je peux pas vraiment dire que c'est moche. Clairement, par rapport à il y a quelques années, on voit que les techniques ont évolué et on voit que ça s'améliore pas mal, notamment au niveau de la gestuelle des personnages qui est de plus en plus naturelle, et pareil au niveau de leur expression, au niveau des visages. Bon après, l'animation ça suffit pas, et personnellement j'ai pas plus accroché que ça à l'histoire et aux personnages. Je comprends et je vois pourquoi ça a touché certaines personnes, ça y a pas de souci, et bon j'ai dit ça pareil pour Blue Box, mais c'est différent quand même. Je trouve que c'est quand même plus original que Blue Box, très clairement. Après en termes d'animés de filles qui font des groupes de musique, bon bah moi déjà il y a longtemps j'ai connu K-On, et surtout récemment j'ai connu Bocchi the Rock, qui a vraiment défoncé la baraque. Du coup j'ai un peu de mal à regarder des animés qui ressemblent à des versions en un peu moins bien, auxquels j'accroche un peu moins que des animés que j'ai adorés. Voilà, encore une fois, c'est pas grave, hein, si vous avez apprécié cet animé, il y a aucun souci, et je peux lui reconnaître des qualités au niveau de l'animation qui est pas trop mal, et des musiques qui demandent toujours un effort créatif. Gloutons et Dragons, nouvelle adaptation d'un manga, cette fois-ci par le studio Trigger. Un peu comme Freerun, ça fait partie de ces mangas et animés qui montrent une sorte de renouveau du genre Heroic Fantasy, qui sortent un peu des carcans, surtout des isekai qui inondent le marché. Et Gloutons et Dragons, bah c'était clairement sympathique. On y suit un groupe d'aventuriers qui parcourent un donjon pour essayer de sauver une camarade qui s'est fait manger par un dragon, et qui du coup pour survivre dans le donjon vont devoir chercher de la nourriture avec les créatures qui peuplent le donjon. C'est plutôt cool, c'est marrant, il y a de l'action, c'est animé par Trigger donc c'est plutôt bien, et des moments assez dramatiques aussi, et franchement c'est un des animés de 2024 que je conseille franchement de regarder. Jellyfish Can Swim in the Night, un nouvel animé original, à nouveau avec des filles qui montent un groupe de musique, cette fois-ci par le studio Doga Kobo. Un peu comme pour Girls Band Cry, je vois pourquoi les gens apprécient ce genre d'animé, mais malheureusement j'ai pas plus accroché que ça, notamment du fait que ce soit passé très récemment après Bocchi the Rock. Bocchi the Rock, dont le succès, je pense, a pas mal contribué à la mise en production de projets comme Girls Band Cry et Jellyfish Can Swim in the Night. Voilà, c'est mignon, c'est pas nul, mais c'est pas ma came. Kaiju Number 8, alors là pour le coup techniquement je n'ai pas vu l'animé, mais j'ai lu le manga jusqu'au tome 6 ou 8 je crois, et c'est un shonen de baston classique, dont la seule particularité c'est que ça tourne autour du genre kaiju, et bon clairement je ne suis plus le public de ce genre de manga ou d'animé. Animé que je n'ai pas suivi, mais du peu que j'ai vu, l'animation a l'air relativement inégale, avec d'un côté des scènes d'action très rythmées, mais de l'autre côté des scènes qui ont l'air un peu plus médiocres. Bon, après l'histoire elle m'intéresse pas vraiment, je trouve le personnage principal il est pas très charismatique, surtout que c'est censé être un homme d'une trentaine d'années, mais il se comporte comme les héros adolescents classiques de shonen, c'est dommage. Bon, du coup désolé, le manga m'a pas vendu du rêve, du coup je me suis pas lancé dans l'animé. Konosuba, la 3e saison, alors ça fait toujours plaisir de voir du Konosuba, après c'est pas ma saison préférée. Il y avait des passages très cool et très rigolos, et je suis très content que Darkness soit devenu le centre de l'intrigue pendant un petit arc, mais au-delà de ça, je pense que j'ai un peu plus préféré les saisons 1 et 2. Après, ça reste du Konosuba, ça reste très cool, je le conseille toujours, regardez cet animé. C'est une version parodique ou satirique des isekai qu'on a l'habitude de voir, donc moi je vous le conseille, et ça fait partie des animés que j'ai bien apprécié cette année. Ensuite, on a le film adaptant le manga one-shot de Tatsuki Fujimoto, Look Back, qui est un film assez court, ça se regarde très facilement, et qui est plutôt cool, c'est très
très touchant, c'est très bien animé. On sent que c'est une histoire très personnelle de l'auteur qui s'est beaucoup projeté dans ses personnages principaux. En plus, il revient sur une histoire tragique qui a touché le monde de la Japanimation en 2019. Donc je vous le conseille d'aller le voir, il est disponible légalement en streaming, même si c'est pas forcément un de mes animés préférés de l'année. On enchaîne avec McCain Too Many Losing Heroines, une adaptation de light novel par A1 Pictures, et bah ça a été une très bonne surprise. Alors c'est de la comédie romantique classique, mais avec un twist, qui est que le personnage principal est en réalité un personnage de background, donc un personnage qui serait plutôt secondaire, voire tertiaire dans une histoire classique, qui va être un peu la béquille d'autres personnages féminins qui ont connu ou vont connaître une histoire d'amour tragique, d'où le titre des héroïnes perdantes. Et bah McCain, c'était super en fait. L'été dernier, c'était vraiment mon animé de confort que je regardais chaque semaine. Voilà, c'est mignon, c'est marrant, c'est touchant, c'est super bien animé, il y a des scènes qui sont vraiment très très jolies, ça mélange la comédie et le drame, et surtout ça change pas mal des comédies romantiques habituelles. Donc McCain très très cool, je vous le conseille fortement. Pour être honnête, il y a 2-3 scènes de fanservice un peu cringe, mais franchement, passer outre ça, c'est vraiment très très cool, c'est que des points positifs. Ensuite, on a la deuxième saison animée de Mashle. Pareil, une nouvelle adaptation d'un manga du Shonen Jump, qui pour le coup est un manga de combat, mais très décalé, avec un ton très parodique. Et en vrai, j'accrochais déjà au manga, et j'avais peur que l'animé n'apporte pas beaucoup de plus-value et que je ne ris pas à nouveau en le regardant, mais en fait si, ça marche. Mashle, c'est un humour très particulier, donc je pense que ça parle pas à tout le monde très clairement, mais en tout cas sur moi ça marche. Et ça me rappelle beaucoup les sensations que j'ai connues en lisant pour la première fois Ranma 1/2, ainsi que le manga Sumomomo Momomo, qui est un de mes mangas préférés. Voilà, sans le conseiller absolument, moi je vous dis, jetez-y un œil, testez, que ce soit le manga ou l'animé. Si vous accrochez, bah tant mieux, vous allez vous éclater, et si vous accrochez pas, bon, tant pis, c'est pas grave, vous aurez pas perdu grand chose. No Longer Rangers, nouvelle surprise intéressante, c'est l'histoire du sbire D, qui faisait partie de l'armée d'extraterrestres qui ont tenté d'envahir la Terre, mais qui se sont fait défoncer par les Power Rangers locaux. Et depuis, les chefs ont été tués, mais les sbires sont retenus prisonniers en quelque sorte, en étant obligés de devenir des intermittents du spectacle non payés pour mettre en scène une attaque chaque dimanche depuis environ 3 ans. Et du coup, il y a ce sbire D qui a le pouvoir de changer son apparence, qui va essayer de s'infiltrer dans le système des Rangers pour essayer de détruire le système de l'intérieur. Alors l'histoire commence vraiment bien, avec un petit côté The Boys où on découvre que les Power Rangers, qui sont censés être les gentils de l'histoire, sont en réalité des gros connards corrompus et insensibles qui mettent en scène leurs exploits pour capitaliser dessus. Bon, après c'est beaucoup moins politique et beaucoup plus lisse que The Boys très clairement, mais en vrai pourquoi pas, proposition intéressante. Malheureusement, passé la moitié de cette saison, l'animé part dans une espèce d'arc d'examen assez nul. Et c'est dommage parce qu'à partir de là, l'intrigue elle avance quasiment plus, et l'examen en soi il est vraiment pas très intéressant et assez incohérent dans ses règles. Notamment ils utilisent des armes qui parfois sont hyper létales et provoquent des explosions et tout, et parfois tu te fais toucher et non il se passe rien. Voilà, un peu dommage qu'il y ait cette seconde moitié de cette saison, mais à part ça, ça a été une bonne surprise et je pense que je regarderai la saison 2. Ensuite on a la deuxième saison de Oshinoko, l'arc du théâtre qui n'est pas mon arc préféré. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien et qui attendaient cette partie-là, mais moi franchement je trouve que c'est la moins intéressante, notamment parce qu'on va se concentrer sur pas mal de personnages secondaires et que l'intrigue avance très lentement dans cette partie-là. Après, la qualité reste au niveau de la première saison. Je pense qu'il n'y a plus autant de hype qu'avant, surtout que le manga s'est fini il y a pas longtemps, mais clairement ça reste au niveau, donc si vous avez aimé la première saison d'Oshinoko, vous aimerez la seconde saison, et dans tous les cas vous aurez envie de voir la suite. Donc voilà, Oshinoko, un animé très solide, je vous recommande plutôt. Après, on a la nouvelle adaptation du manga Ranma 1/2, un manga shonen de Rumiko Takahashi des années 80, qui avait déjà eu une adaptation animée dans les années 90, et qui a ce remake qui a démarré en 2024. Remake qui, comme beaucoup de remakes des années 2010, est beaucoup plus proche du manga original que l'ancienne adaptation. Et que dire à part que Ranma 1/2, c'est un de mes mangas préférés, que j'ai pas connu la première adaptation animée, et que du coup, c'est cool de découvrir celle-là, qui est plutôt bien gérée, la direction artistique, l'animation sont vraiment cool. Ce qui est bien aussi, c'est que le contexte des années 80-90 a été gardé dans cette adaptation, et surtout on retrouve la plupart des voix japonaises de la première adaptation, dont Megumi Hayashibara, qui est ma seiyuu préférée, qui fait la version fille de Ranma. Si vous ne connaissez pas Ranma 1/2, je vous conseille fortement. Cette nouvelle version animée, c'est une très bonne excuse pour le découvrir. C'est un shonen de combat, mais avec un côté très parodique, et qui est très centré autour de la comédie et de la romance, et même avec ses côtés un peu datés, ça reste très cool. L'animé n'est pas sans défaut, je trouve notamment que le rythme est pas super bien géré, et du coup ça casse parfois certains côtés, notamment de la comédie. Voilà, après
Après, je conseille l'anime quand même, surtout aux personnes qui ne connaissent pas Ranma 1/2. C'est une très bonne façon de découvrir cette œuvre majeure de Rumiko Takahashi. Senpai is a Notokonoko, c'est une comédie romantique qui adapte un manga dans lequel on suit un jeune garçon qui s'habille en fille et va y voir un triangle amoureux avec une fille qui est tombée amoureuse de sa version fille mais qui retombe amoureuse de sa version garçon une fois qu'elle apprend la vérité, ça c'est dès le début, mais aussi le meilleur ami du protagoniste qui est amoureux de lui. Là pour le coup j'ai déjà lu le manga, je connais déjà l'histoire et malheureusement même si j'ai beaucoup accroché au début, c'est une histoire qui m'a un peu laissé sur ma faim. Du coup j'étais pas très motivé pour regarder l'anime. Ce que je trouve dommage notamment c'est que malgré le résumé que je vous ai donné de l'histoire, c'est un manga et donc un anime qui ne parle quasiment pas de thème LGBT+. Alors, ça reste intéressant, ça reste mignon et assez touchant parfois, et si vous ne connaissez pas, je vous conseille quand même, lisez le manga ou regardez l'anime, mais voilà, ne vous attendez pas à ce que ça développe des thèmes sur les personnes LGBT+. Maintenant, on a la 3e saison de Son Euphonium, ou Hibike Euphonium, donc 3e saison du fameux anime par Kyoto Animation. 3e saison qui arrive des années après la première et la 2e, mais vu ce qui s'est passé à Kyoto Animation, on peut comprendre pourquoi. Et cette 3e saison, elle est totalement dans la lignée de la première et de la 2e. L'animation est toujours exceptionnelle, le travail de la musique est toujours génial. Enfin vraiment, le studio Kyoto Animation nous prouve que c'est toujours le haut du panier en termes de qualité d'animation, au détriment du nombre d'animés qui vont sortir chaque année, mais finalement c'est peut-être mieux ainsi en fait. Je pense même que ça devrait être un modèle qui se généralise davantage au sein des studios japonais. Bref, Son Euphonium ou Hibike Euphonium c'est très cool, ça parle de lycéennes qui jouent des instruments de musique classique et qui vont s'entraîner pour tenter de gagner un concours au niveau national. Et chaque saison couvre une année de lycée. Et du coup, cette 3e saison, elle est totalement au niveau des 2 premières. Après, je pense que depuis le temps, la hype est un peu retombée, même si on est content de la conclusion, on voit des choses qu'on a un peu déjà vues avant, et il y a certaines faiblesses qui sont un peu dommages. Notamment le Yuri Bait, j'en ai déjà parlé il y a longtemps dans ma vidéo sur le Yuri, où il y a 2 personnages féminins qui ont une relation qui nous est montrée comme étant ambiguë et potentiellement romantique, pour qu'au final il ne se passe rien du tout. Donc voilà, c'est un leurre, c'est juste du fanservice, et c'est un peu dommage quoi. L'autre souci que j'ai avec cette 3e saison, c'est qu'elle se concentre autour d'un nouveau personnage qui va avoir une sorte de conflit avec le personnage principal. Conflit qui va durer, qui va avoir du mal à se résoudre tout le long de la saison, et je trouvais ça un peu dommage que toute l'intrigue tourne uniquement autour de ça, même si bon, effectivement, ça a un lien avec ce qui s'est déjà passé dans la première et la seconde saison. Donc voilà, globalement, la hype est un peu passée depuis, mais ça reste très très cool, c'est un animé d'une qualité vraiment exceptionnelle, comme beaucoup de projets du studio Kyoto Animation, et je vous conseille fortement de rattraper les premières saisons pour ensuite voir la 3e saison, qui est la conclusion. C'est aussi de cet animé que vient un film un peu spin-off, Lise et l'oiseau bleu, dont vous avez peut-être entendu parler. Train to the End of the World, un animé original, il y en a eu quelques-uns cette année, qui est une sorte d'animé tranche de vie, buddy movie, avec des collégiennes dans un Japon post-apocalyptique, après que l'installation des ondes 7G ait totalement ravagé le pays et créé le chaos. En gros, ça a créé plein de problèmes surnaturels, il y a des gens qui sont transformés en animaux, d'autres qui ont rapetissé, des gens transformés en plantes ou en d'autres trucs bizarres, et on va suivre ces filles qui prennent un train pour essayer de sauver une de leurs amies. Cette année, ça a été une petite déception. Au départ, je me disais, pourquoi pas, ça peut être rigolo, ça peut être intéressant, voire ça pourrait complètement partir d'un truc farfelu, genre complotisme et tout. Et au final, pas vraiment, c'est pas très intéressant, donc c'est un peu dommage quoi. Ça me rappelle pas mal l'animé Humanity Has Declined, Jinri wa Suitai Shimashita, qui a un peu ce côté tranche de vie fantastique dans un monde post-apocalyptique, sauf que je trouve que Humanity Has Declined c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà, petite déception, je le conseille pas vraiment. Windbreakers, un nouvel animé adaptant un manga shonen, plutôt un shonen de combat dans le genre Furio. Furio, c'est tout ce qui concerne les guerres de gangs, les guerres de délinquants, un peu à la Tokyo Revengers. Dans cette histoire, on suit Sakura, un lycéen qui arrive dans une nouvelle ville, qui a toujours été seul, qui s'est toujours bagarré toute sa vie, mais qui va apprendre à sociabiliser au sein d'un nouveau gang dans ce lycée. C'est un animé qui vient aussi du studio Cloverworks, du coup l'animation est de très bonne qualité, les scènes de combat, les chorégraphies notamment, elles sont assez réussies, et il faut dire que les personnages sont assez diversifiés et plutôt attachants. Au-delà de ça, l'histoire malheureusement elle est pas très intéressante, et le world building, la cohérence de l'univers, elle est un peu bancale. Bon, c'est assez courant dans le genre Furio que ce soit des mondes pas très réalistes, dans lesquels on suit des jeunes qui passent leur temps à se battre toute la journée. Après là, ça va vraiment jusqu'au bout, genre il y a
pas du tout de prof, il y a jamais cours, les parents ça n'existe pas non plus apparemment, ils vont tous les jours manger au restaurant, on sait pas d'où vient leur argent de poche, et bon évidemment c'est pas ça l'intérêt principal de l'histoire, mais quand même ça aurait été bien d'avoir des éléments qui rendent le tout un peu plus cohérent. Au-delà de ça, c'était surprenamment plaisant, même si bon j'avoue que j'ai passé pas mal de scènes de combat qui étaient assez longues, ainsi que certaines scènes de flashback de personnages dont je me foutais un peu. L'histoire reste très classique, ça casse pas trois pattes à un canard. Dans cette saison on suit surtout le conflit entre le gang du personnage principal, donc les Windbreakers, et un autre gang qui vit dans le quartier ou la ville d'à côté, qui apparemment est particulièrement agressif. Je vois un peu dommage que ce soit extrêmement lisse, il n'y a vraiment aucun aspect politique dedans, alors que ça aurait pu. Donc voilà, pas déplaisant à regarder, mais clairement pas un de mes animés préférés. Voilà, la présentation des animés c'est fait. Alors j'ai pas vu tous les animés qui ont été nommés, mais vous verrez que c'est pas grave parce que la plupart du temps, les autres animés sont des animés pour lesquels je n'aurais pas voté de toute façon. Alors les deux premières catégories sont les meilleurs openings et les meilleurs endings. Ce qui est pratique dans ces catégories, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir vu les animés pour pouvoir juger leur générique, même si forcément ça influence un peu la façon dont on les perçoit. Dans la catégorie meilleurs openings, nous avons celui de Dan Da Dan, celui de la deuxième saison de Mashle, celui de One Piece, Oshinoko saison 2, Makeine, Blue Box, Windbreaker, Beastars saison finale, The Elusive Samurai et The Dangers in My Heart saison 2. Donc à chaque fois, pour chaque catégorie, je vais donner l'animé pour lequel moi j'ai voté, l'animé que j'imaginais remporter la catégorie, et ensuite l'animé qui a effectivement gagné la catégorie. Pour le meilleur opening, clairement celui de Dan Da Dan a beaucoup marqué, c'était l'un des grands favoris. La musique a été composée par le groupe Creepy Nuts qui a également composé la musique de l'opening de la deuxième saison de Mashle, qui pareil était très marquant et faisait partie des favoris. One Piece, je regarde pas, j'ai jamais accroché. Donc c'est pas maintenant que je vais rattraper plus de 1000 épisodes et plus d'une centaine de volumes de manga. L'opening a l'air cool, je suis content pour les fans, mais clairement, j'allais pas voter pour lui dans tous les cas. Pour Oshinoko, moi clairement, je préfère l'opening de la première saison. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup celui de la deuxième saison, mais moi il m'a beaucoup moins marqué. Makeine a un très bon opening, il est vraiment très joli, je vous conseille fortement. C'est une autre des grandes forces de cet animé. Le générique de Blue Box, bon, sans être nul, il m'a pas marqué du tout. Celui de Windbreaker était plutôt bien, en vrai. Celui de Beastars, je m'en souviens pas vraiment en réalité. Pareil, les génériques d'Elusive Samurai, ils sont très cool. Encore une fois, le studio Cloverworks fait du très bon boulot. C'est eux qui avaient notamment fait Bocchi the Rock. Je sais que l'opening de la saison 2 de Dangers in My Heart, il avait fait pas mal parler de lui, notamment avec l'une des scènes du générique. Après, même si j'aime beaucoup le manga original, un peu comme la version animée, je trouve pas ouf non plus. Du coup moi j'ai voté pour l'opening que j'ai écouté le plus en boucle en 2024, et c'était clairement celui de Dan Da Dan, et j'ai logiquement pensé que ce serait lui qui gagnerait le vote populaire. Ce qui a été effectivement le cas, c'est l'opening de Dan Da Dan qui remporte cette catégorie. Dans la catégorie meilleur ending, nous avons celui de Ranma 1/2, celui de Dan Da Dan, The Elusive Samurai, Kaiju No. 8, Tower of God saison 2, Makeine, Oshinoko saison 2, Monogatari, No Longer Rangers et Urusei Yatsura saison 2. C'est vrai que l'ending de Ranma 1/2, il est très mignon. L'ending de Dan Da Dan, il m'a beaucoup moins marqué, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien, mais moi... sans plus. The Elusive Samurai, bon, pareil que pour son opening. Kaiju No. 8, j'aime bien la musique. Après, le générique en lui-même, bon bah l'animation c'est des diapositives, j'ai pas trouvé ça très ouf. Tower of God j'ai pas vu, j'aurais pas voté pour lui dans tous les cas. Makeine a de très bons endings, en réalité il en a 3, un pour chacune des 3 héroïnes qu'on voit dans l'animé. Ils sont tous les 3 très cool, très touchants, très bien animés, et je crois que c'est le deuxième ending, celui de Lemon, qui a été choisi, qui est effectivement très cool, hein, même si moi j'ai une préférence pour le troisième. L'ending d'Oshinoko saison 2, je l'aime bien, notamment parce que la musique elle fait beaucoup penser à une musique pop-rock des années 2000. Monogatari, désolé mais je m'y intéresse pas vraiment. L'ending de No Longer Rangers qui était sympathique en vrai, avec les personnages qui font des chorégraphies avec sans doute pas mal de références dedans, c'est plutôt cool. Après, dommage qu'il soit quasi entièrement en CGI. L'ending du Urusei Yatsura, j'avoue que je m'en souviens plus. Je pense qu'il n'y avait pas plus marqué que ça. Alors moi j'avais voté pour celui de Makeine, et je pensais que ce serait l'ending de Dan Da Dan qui gagnerait, même si c'est pas mon préféré, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en parlaient. Et au final, c'est l'ending de Kaiju No. 8 qui remporte cette catégorie. Alors c'est une petite surprise, je pense que il doit cette victoire notamment à sa musique, qui vient d'un groupe que je ne connais pas mais qui apparemment est très populaire, parce que l'ending en soi... il est pas moche, mais il est pas ouf non plus. Ensuite, nous avons la catégorie meilleur Chara Design, avec celui de Gloutons et Dragons, qui c'est vrai, il est plutôt cool, hein, je trouve que le studio Trigger a fait un beau boulot, même si j'ai une petite préférence pour celui du manga original. Ensuite, on a Look Back, qui je pense parvient bien à retranscrire le Chara Design de Tatsuki Fujimoto à l'écran. Celui de Makeine, qui est
très classique mais qui est efficace. Delico's Nursery, j'en ai déjà parlé, je suis très fan du Chara design. One Piece Fan Letter, je n'ai pas vu, je m'en fiche. Kaiju Number 8, je suis pas fan du tout. De ce que j'ai compris, sa sélection elle vient du fait que le Chara design il est très simple et efficace pour les animateurs, donc très pratique à animer. Et effectivement, ça fait partie des bons points d'un Chara design. Après, moi je suis pas fan du tout, je trouve très plat. Pompose de cinéphile, je n'ai pas vu. C'est un film et on parlera des films plus tard. Et enfin, le Chara design de Dan Dadan, qui est plutôt cool et efficace en vrai, même si je regrette certaines simplifications, notamment au niveau des sourcils des personnages. Je pense qu'il y en a beaucoup qui pourraient gagner cette catégorie sans trop de surprise. Personnellement, mon préféré c'était McKeane, et j'avais mis que Gloutons et Dragons remporterait cette catégorie, mais au final c'est Dan Dadan qui a gagné. C'est pas un mauvais choix, c'est pas étonnant que le vote populaire ait voté pour lui. Après, ça aurait pu clairement être d'autres. Meilleure bande-son, meilleure OST, donc il s'agit des musiques qui passent dans le fond d'un animé, pas les génériques de début et de fin. On a Hibike Euphonium, donc un animé forcément porté sur la musique classique, avec un énorme travail à ce niveau-là. Blue Giant, qui est un film d'animation sur le jazz. Pareil, j'en reparlerai dans la catégorie film, mais dans tous les cas, je ne l'ai pas vu et j'aime vraiment pas la musique jazz, donc je n'aurais jamais voté pour lui. Free Run et ses musiques qui effectivement font partie des forces de l'animé. The Dangers in My Heart, alors pourquoi pas, mais personnellement les musiques m'ont pas marqué dans cet animé. Dan Dadan par contre elles m'ont beaucoup marqué, il y a pas mal de ces musiques qui me sont restées en tête. Bleach, alors forcément les musiques de Shiro Sagisu, qui sont en général des reprises des musiques qu'il avait déjà fait pour l'animé original, qui sont toujours très bonnes. Après, est-ce qu'il mériterait de gagner pour autant cette catégorie ? Je sais pas. Alors Jellyfish Can Swim in the Night, forcément encore un animé sur la musique, donc il y a un certain travail à ce niveau-là, mais pareil, ça m'a pas vraiment marqué. Look Back, j'ai un bon souvenir, mais je n'ai pas retenu de musique non plus spécialement, donc j'aurais pas voté pour lui. Au final, moi j'ai voté pour les musiques de Dan Dadan, et j'imaginais que ce serait Free Ren qui remporterait cette catégorie, ce qui a été effectivement le cas. Ce que je comprends tout à fait, hein, c'est des musiques qui vont totalement dans le genre d'Heroic Fantasy, et qui sont bien mises en scène avec l'animation, donc c'est pas étonnant du tout. Cette fois dans la catégorie meilleure animation. Nous avons One Piece et One Piece Fan Letter, que j'ai pas vu, je m'en fiche. Gloutons et Dragons, donc gros concurrent avec le studio Trigger. Sound Euphonium, pareil, sans doute un des gros favoris avec le studio Kyoto Animation. McKeane qui a une très bonne animation alors que c'est de la tranche de vie. Solo Leveling, je n'ai pas regardé, ça m'intéresse vraiment pas. Et de ce que j'en ai entendu, les scènes d'action sont plutôt bien animées. Le reste, pas forcément. Je pense que j'aurais pas voté pour lui dans tous les cas. Dan Dadan, pareil, très bonne animation par le studio Science Saru, même si c'est beaucoup plus inégal en fonction des épisodes et des scènes. Free Run, pareil, une animation qui est clairement au niveau. Et Dragon Ball Daima, j'ai pas vu, j'en ai rien à foutre. J'ai voté personnellement pour Sound Euphonium, qui a factuellement le niveau d'animation le plus haut et le plus cohérent, ce qui est normal parce que d'une part c'est Kyoto Animation, et d'autre part c'est un animé qui a mis beaucoup plus de temps à sortir. Après, je m'attendais à ce que ça soit Dan Dadan qui gagne le vote populaire, et ça a été effectivement le cas. Donc pas trop de surprises à ce niveau-là. Ensuite, on arrive dans les catégories de genre. Alors, je le rappelle, dans les Anime Awards, ce sont les membres du jury qui font partie de l'association qui ont sélectionné collectivement les animés nommés dans chaque catégorie. Et le truc, c'est que dans les catégories de genre, ils ont laissé beaucoup d'animés, ils ont été très larges pour proposer notamment davantage de diversité, ce qui est louable, mais ce qui a deux inconvénients selon moi. Le premier, c'est que malheureusement, ça fait qu'il va y avoir beaucoup d'animés pas très connus qui vont faire office de figuration. Et le deuxième inconvénient, c'est que je trouve que la sélection n'est pas assez restrictive. On va le voir plusieurs fois dans certaines catégories, il va y avoir des animés qui contiennent effectivement ce genre-là, mais dont ce n'est pas forcément le genre principal. Or, comme c'est un vote populaire, ça va fausser un petit peu parfois certaines catégories. On commence par le meilleur animé de romance. On a Cherry Magic, qui est plutôt cool. The Dangers in My Heart, que j'aime bien, même si je préfère le manga. Sign of Affection, qui est très très cool en dehors de certains de ses personnages secondaires. Urusei Yatsura, je n'ai pas vu cette version animée, mais j'ai lu pas mal de tomes du manga, et je trouve que la romance dans cette œuvre, elle est pas mal datée. C'est aussi un manga de Rumiko Takahashi, comme Ranma 1/2, mais je trouve que Urusei Yatsura, ou Lamu en français, a quand même plus mal vieilli que Ranma 1/2. Seventh Time Loop, je n'ai pas vu, j'aurais pas voté pour lui. The Duke of Death on His Maid, non plus. A Condition Code Love, j'aurais pu, mais de ce que j'ai entendu sur cet animé, ça me donnait vraiment pas très envie. Alors McKeane, j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé, mais il fait partie typiquement des exemples où je trouve que les catégories ne sont pas assez restrictives. McKeane, ça parle de romance effectivement, parce qu'on va suivre des héroïnes qui vont échouer en amour, mais techniquement, c'est pas l'aspect principal de cet animé. En termes d'ambiance, cet animé, il est beaucoup plus orienté comédie et drame. Donc même si le thème de la romance est central dans l'animé, je trouve que le genre ne correspond pas au genre de la romance. Ou en tout cas pas assez pour faire partie de la catégorie, et du coup potentiellement masquer d'autres titres moins connus. The Magical Girl and the Evil Lieutenant, je n'ai pas vu. Blue Box, j'en ai parlé, plutôt une déception pour moi. Deswima Stepsister, plutôt une bonne surprise. Senpai the Notokonoko, donc plutôt cool, même si j'aime pas la fin. Ranma 1/2, j'aime beaucoup, mais là,
pareil, la romance, c'est pas le truc principal. C'est le fil rouge de l'histoire. Effectivement, on va suivre les fiançailles entre Ranma et Akane. Effectivement, il y a des intrigues amoureuses, avec des rivaux amoureux qui arrivent régulièrement. Mais en termes d'ambiance, c'est beaucoup plus porté sur la comédie et les combats. Sawako saison 3, alors je suis désolé, apparemment ça a l'air bien, mais j'allais pas rattraper 3 saisons entières pour faire cette cérémonie. Du coup, je ne l'ai pas vu. Criminel Fiançailles, j'en ai parlé, plutôt une déception. Pseudo Harem, bon, je n'ai pas vu, j'avais pas trop envie de voir. Dans cette catégorie, j'ai voté pour A Sign of Affection, et je m'attendais à ce que Blue Box remporte la catégorie, et sans surprise, il l'a effectivement remporté. Encore une fois, un Blue Box, même si moi je n'aime pas, je comprends pourquoi c'est populaire. C'est de la romance très classique, ça reprend des codes très classiques, du coup c'est assez cliché et insupportable pour moi, mais je comprends que ça plaise à un certain public. En meilleure comédie, on a effectivement Makeine, qui est très drôle, qui pour le coup je trouve rentre complètement dans cette catégorie. Mashle également, hein, c'est le genre principal de ce manga et de cet animé. Gloutons et Dragons, c'est globalement assez drôle effectivement, mais au fur et à mesure des épisodes, il y a quand même de plus en plus de scènes plus portées sur le drama et des scènes d'action pas forcément humoristiques. Konosuba saison 3, ça a clairement sa place dans cette catégorie. Dandanan, malheureusement, comme Gloutons et Dragons, c'est assez drôle. Dandanan, effectivement, il y a de la comédie dans cet animé, mais en fait dans Dandanan, il y a à peu près de tout. Il y a de l'action, de la comédie, du drame, de la romance, de l'horreur, du supernaturel, des super pouvoirs. Il y a à peu près tous les genres qui sont représentés dans Dandanan. Par exemple, il aurait pu aller dans la catégorie romance, même si je trouve que ça aurait été un peu abusé que ce soit le cas. Mais là déjà, dans la catégorie comédie, je trouve que c'est un peu dommage. Ranma 1/2, ça a totalement sa place ici. Dragon Ball Daima, je m'en fous toujours. Eugeo Yasula, je n'ai pas vu, je n'aurais pas voté pour lui dans tous les cas. Penilu is a kawaii slime, inconnu au bataillon. The Elusive Samurai, pareil, on pourrait en discuter. Personnellement, j'ai voté pour Konosuba, qui est l'anime qui techniquement m'a fait le plus rire dans cette catégorie cette année. Et je m'attendais à ce que ce soit Gloutons et Dragons qui remporte, mais au final, ça a été Dandanan. Et je pense que là, c'est l'une des preuves des limites de cette sélection. C'est bien de faire des catégories relativement larges, mais quitte à ajouter plus d'animés, peut-être quand même réserver des animés spécialisés sur la comédie, ou en tout cas qui ne sont pas des animés super populaires, qui touchent à tous les genres, et qui vont clairement fausser les votes. Parce que, est-ce que Dandanan est l'anime le plus populaire parmi ceux qui sont présentés ici? Oui, très clairement. Est-ce que c'est la meilleure comédie? Bah non, pas forcément. Mais comme c'est un vote populaire, et que les gens ils vont voter pour leur animé préféré, eh bien ça donne des résultats comme ça. Ce qui est un peu dommage. Après la meilleure comédie, nous avons le meilleur drame, avec Tonali no Yokai-san, pas vu, je pense pas que j'aurais voté pour lui. Mushoku Tensei saison 2 par 2, alors j'ai jamais commencé Mushoku Tensei, c'est un isekai qui ne donne vraiment pas envie non plus. Et j'allais pas rattraper des saisons entières pour cette cérémonie. Monogatari, pareil, j'allais pas tout rattraper pour ça. Oshinoko saison 2, logique, ça se trouve ici. Les carnets de l'apothicaire, pareil, on pourrait en discuter. Senpai the Notokonoko, ok. Re:Zero saison 3, pareil, je me suis arrêté à la saison 1, j'ai pas envie de continuer, je n'avais pas rattrapé pour ça. Beastars, j'ai techniquement rien contre Beastars, j'ai lu quasiment tout le manga, mais la version animée ne m'intéresse pas. Jellyfish Can Swim in the Night, ok. No Longer Rangers, effectivement. Train to the End of the World, bon, c'est du drame effectivement, mais plutôt une déception. Hein. Girls Band Cry, pareil, je vois pourquoi c'est ici. Yatagarasu, désolé, je n'ai pas vu, hein, il a fallu que je fasse des choix. Natsume's Book of Friends, saison 7, j'ai pas vu du tout, hein, s'il y a plusieurs saisons, clairement j'allais pas rattraper ça. Du Mouvement de la Terre, encore une fois, désolé. Hein. Alors là, pour le coup, je comprends tout à fait qu'il soit dans cette catégorie. Effectivement, il y a beaucoup de drames dans cet animé. Mais désolé, je n'aime pas du tout cet animé. Peut-être que j'aurais mieux apprécié si j'avais lu le manga. Ça se trouve. Mais en tout cas, l'animé, je suis vraiment pas fan du tout. Son Euphonium, ok, ça pourrait se discuter. C'est très cool. Effectivement, il y a pas mal de drames, de moments assez touchants. Donc, ok, admettons. Et négatif, positive, Angler. Désolé, encore une fois, j'ai dû faire des choix, je n'ai pas vu celui-là. Dans cette catégorie, j'ai voté pour Oshinoko, et j'imaginais qu'Oshinoko allait remporter, ce qui a été effectivement le cas. Bon, très clairement, je pense que c'était l'animé le plus populaire dans toute cette catégorie. Après, c'est pas volé du tout, parce que Oshinoko, effectivement, c'est du drama, et du drama plutôt bien géré. Catégorie fantasy, alors là, ça va être une hécatombe. Danmachi saison 5, alors j'ai pas commencé, j'allais pas rattraper toutes les saisons. Fairy Tail, ça m'a jamais intéressé. Re:Zero, pareil, je me suis arrêté à la saison 1. Mashle saison 2, ok. Mushoku Tensei, donc pas vu, pas rattrapé. Shangri-La Frontier, ça m'intéresse pas non plus. Wistoria Wand and Swarm non plus. Gloutons et Dragons, c'était cool. Konosuba, effectivement, c'est de la fantasy. Et Freerun qui a tout à fait sa place ici. J'ai voté pour Gloutons et Dragons et je m'attendais à ce que Gloutons et Dragons remporte cette catégorie. Mais finalement, ça a été Freerun. Alors, c'est pas volé parce que très clairement, c'était l'un des favoris de cette catégorie. Après, d'une part, j'imaginais Gloutons et Dragons un peu plus populaire quand même. Et j'imaginais que la hype de Freerun serait un peu tombée. Parce que Freerun, c'est fin 2023, début 2024. Donc je pensais que ça serait un peu retombé depuis, mais apparemment non, les gens sont toujours aussi fans. On sort des catégories de genre pour aller
à meilleur personnage féminin, nous avons Ayumu Fujino de Look Back, qui est cool, hein. Bon, après Look Back, c'est un one-shot, c'est un petit film, qui n'a pas eu énormément de place pour du développement non plus. Momo Ayase de Dandadan, qui est très cool effectivement. Marcille dans Gloutons et Dragons, qui est assez cool même si c'est pas mon personnage préféré, mais pas mon personnage féminin préféré. Anna Yanami de Makeine, qui n'est pas ma préférée non plus dans cet animé, et qui, si jamais vous avez vu Makeine et The Dangers in My Heart, apparemment cette Anna a été très inspirée de la Anna de Dangers in My Heart. C'est une fille très enjouée, assez imbue d'elle-même, qui mange tout le temps. Elle est rigolote, hein, elle me fait beaucoup penser à Aqua dans Konosuba. Personnellement, je préfère Komari qui m'a beaucoup touché. Sengoku Nadeko dans Monogatari, désolé, j'ai pas vu. Yoshino Sommeil dans Criminel Fiançailles, alors j'en ai déjà parlé, j'étais assez déçu. J'avais notamment pas mal de problèmes avec ce personnage-là. À la base, elle est plutôt cool en vrai, et malheureusement, je trouve que l'histoire dessert sa personnalité. Elle est censée être forte, vouloir s'imposer et tout, mais le problème, c'est que si elle l'est effectivement, l'histoire prend fin. Du coup, l'intrigue l'oblige en quelque sorte à aller contre sa personnalité, et je trouve ça dommage. Akane Tendo de Ranma 1/2, qui est très cool effectivement, même si moi personnellement j'ai une préférence pour Shampoo, et il faut noter que dans Ranma 1/2, on aurait pu avoir Ranma sélectionné dans cette catégorie, vu qu'il peut se transformer en fille. Et enfin, Hina Chono de Blue Box, qui est en gros l'ami d'enfance du héros, qui fera partie d'une sorte de triangle amoureux. Donc, très clairement, c'est sans doute le personnage le plus intéressant de Blue Box, qui malheureusement est desservi par une histoire que je trouve encore une fois très cliché. Dans cette catégorie, j'ai voté pour Momo Ayase, et j'imaginais que Marcille de Gloutons et Dragons allait gagner, mais au final, non, c'est Momo de Dandadan qui gagne. Alors moi, je suis plutôt content. Après, je m'attendais quand même à voir Marcille, notamment parce que j'ai vu beaucoup de fanart de Gloutons et Dragons sur internet. Mais apparemment, j'ai surestimé la popularité de cet animé. Nous arrivons à meilleur personnage masculin. Alors on a Natsuki Subaru de Re:Zero. Encore une fois, Re:Zero, moi j'ai jamais accroché, et Subaru, je ne le supporte pas vraiment. Ranma Saotome de Ranma 1/2, qui est très cool encore une fois. Kafka Hibino de Kaiju No. 8, qui pour moi est pas très intéressant. Sakuta Azusagawa de Bunny Girl Senpai. J'avais essayé de regarder, mais au final j'ai pas accroché, et le personnage m'a pas plus intéressé que ça. Senshi, le GOAT de Gloutons et Dragons. Très clairement, Senshi, il aurait pu être dans la catégorie meilleur personnage féminin et gagner le prix de la meilleure waifu. Ensuite, on a Rafale du Mouvement de la Terre. Encore une fois, désolé, hein, mais pour moi, c'est clairement non, et surtout pas ce personnage-là. Ranger D dans No Longer Ranger, qui en vrai est assez intéressant, même si dans cette première saison, il n'est pas encore beaucoup développé, même s'il commence tout juste à avoir une évolution. Enfin, Sawabe Yukinori de Blue Giant, que je n'ai pas regardé, que je ne regarderai jamais. Dans cette catégorie, j'ai clairement voté pour Senshi, qui est vraiment un des personnages les plus intéressants dans Gloutons et Dragons, et je pensais que Kafka de Kaiju No. 8 aurait pu frauder cette catégorie. Je sentais que Kaiju No. 8 risquait de voler une des catégories et que ça aurait pu être celle-là. Finalement, c'était la catégorie des endings, car c'est Subaru, contre toute attente, de Re:Zero qui gagne cette catégorie en 2024. Et alors, je sais pas ce qui s'est passé dans la saison 3, mais apparemment, les gens ont bien aimé. On arrive aux catégories des meilleures voix, en commençant par les meilleures voix japonaises. Alors désolé, là, j'aurais juste les noms sous les yeux, donc j'ai pas forcément tous les rôles qu'ils ont fait en tête. On a Shion Wakayama qui a fait, entre autres, il me semble, Momo dans Dandadan, et qui est plutôt très cool. Maya Sakamoto, bon, c'est un nom qui est très connu, c'est notamment Jeanne d'Arc dans la série des Fates. Malheureusement, il me semble que c'est elle qui a fait Rafale dans Du Mouvement de la Terre. Yusuke Kobayashi, je sais plus ce qu'il a fait. Nobuhiko Okamoto non plus. Momoka Terasawa, c'est une nouvelle seiyuu qui a notamment fait la voix de Komari dans Makeine, que j'ai beaucoup aimé pour le coup. Kenjiro Tsuda, bon là c'est un grand nom du doublage japonais. Il a une voix extrêmement grave et reconnaissable. Ça a été notamment Nanami dans Jujutsu Kaisen. Et la blague, c'est qu'aux Anime Awards, il revient dans chaque catégorie. Et il a déjà gagné l'année dernière, du coup j'ai trouvé ça un peu abusé qu'il revienne aussi cette année. Surtout que l'un de ses rôles principaux, ça a été Novak dans Du Mouvement de la Terre, le mec psychopathe de l'Inquisition qui torture des gens. Alors il a une belle voix, il fait bien son rôle, ça y a pas de souci. Moi c'est plus le personnage que je ne supportais pas. Après pareil, Yuma Uchida et Chika Anzai, je sais plus quel rôle ils ont fait exactement. Sans doute que je mettrai des images au montage des rôles qu'ils ont fait par exemple. Dans cette catégorie, j'ai voté pour Momoka Terasawa, qui a fait Komari dans Makeine, que j'ai beaucoup aimé, qui a aussi fait un personnage secondaire dans Son Euphonium, et c'est une nouvelle tête, elle se débrouille bien, elle fait des rôles un peu atypiques avec des façons de parler très particulières, donc moi j'ai envie de l'encourager, de voter pour elle, même si je m'attendais évidemment à ce que ce soit Kenjiro Tsuda qui remporte la catégorie, comme l'année dernière, et ça n'a pas manqué, c'est lui qui a gagné. C'est pas démérité, et en vrai dans toutes les voix qui est ici, il n'y a pas de mauvais choix. N'importe qui aurait pu gagner, ça aurait pas été choquant. Après, je trouve ça un peu dommage que ça soit dirigé vers Kenjiro Tsuda, qui est un vieux de la vieille, qui a plus besoin de faire ses preuves du tout, et qui surtout a déjà été récompensé l'année dernière. Ensuite, catégorie meilleur doublage français. Bon, pareil, j'ai pas forcément en tête tous les rôles des noms que je vais lire maintenant, et je les rajouterai au montage. On a Emilou Holmes, qui me semble a fait Aera dans la version ADN de Dandadan, Marie Nonanmacher, ou Nonanmacher, je sais pas, Jean-Marco Montalto, Tom Troufier, Clara Suarez,
Vallès, Alan Oberkerlin, Jean-Pierre Leblanc et Martin Fallu qui, pour le coup, je sais que c'est un nom assez connu. Alors moi j'ai pas vu énormément de VF, mais j'ai vu notamment celle de Dan Dadan qui était vraiment très cool. Et du coup logiquement j'ai voté pour Emmylou Holmes qui avait un rôle dans cette version. Il me semble qu'elle fait aussi la VF du personnage principal dans le film Look Back, que je n'ai pas vu en VF, mais des extraits que j'ai vus, elle se débrouille super bien. J'estimais que ce serait Martin Fallu qui gagnerait, parce que c'est le nom le plus connu a priori, mais au final ça a été Emmylou Holmes qui a gagné, du coup je suis plutôt content. Catégorie meilleur film, et là on va pouvoir parler d'une autre faiblesse de cette cérémonie. Clairement la catégorie film c'est une catégorie qui fait un peu tâche, d'ailleurs elle avait été supprimée l'année dernière. Il y a un problème au niveau des films de Japanimation, c'est qu'ils sont pas toujours très bien distribués en France, et que soit va y avoir un film populaire qui va écraser tous les autres, ou par défaut un film d'une grosse licence super populaire qui aura le même effet. Pour le coup j'ai pas voté dans cette catégorie parce que je n'ai vu que Look Back. Peut-être que certains films auraient pu m'intéresser, mais la plupart pas vraiment. Alors dans cette catégorie on a Blue Giant. Pour l'anecdote, Blue Giant j'ai hésité à le regarder, j'ai commencé à regarder le trailer. Première phrase du personnage: un jour je deviendrai le meilleur joueur de jazz. Bon autant dire que j'ai arrêté direct. On a IQ, la guerre des poubelles, je n'ai pas du tout le contexte de ce titre. Look Back évidemment. Gridman Universe. Gridman, j'ai vu la première saison, une partie de la deuxième, c'est sympathique. Je savais même pas qu'il y avait un film. Pompo the Cinéphile, en vrai ça a l'air cool, mais je l'ai pas encore vu. Tunnel to Summer, c'est le film de romance entre adolescents qui sort chaque année. Apparemment il est sorti au cinéma en France, j'avais vu des affiches et tout. Après en regardant le trailer, ça m'a pas vraiment donné envie. Mononoke the Movie, pareil, apparemment ça a l'air bien, mais clairement c'est pas assez connu pour avoir une chance. Enfin le film de Bunny Girl Senpai, auquel j'ai pas accroché, donc évidemment que je vais pas regarder le film. Donc pour cette catégorie, je n'ai pas voté, mais très clairement, je m'attendais à ce que ce soit Look Back qui gagne, et sans surprise, ça a été le cas. Pour ça, c'est un peu dommage cette catégorie. C'est pas la catégorie en elle-même qui pose un problème. Le problème, c'est plutôt qu'en France, ils sont assez mal distribués, et que certains films, il y a des licences, comme par exemple IQ ou Bunny Girl Senpai, ils vont surtout intéresser les fans de la licence à la base. Ils vont pas attirer un grand public. Du coup là, oui, évidemment que Look Back a gagné. Enfin, nous arrivons aux deux dernières catégories, les catégories principales. En gros, la catégorie de meilleur animé est divisée en deux. Les meilleures suites d'animés et les meilleures nouveautés. La façon de voter n'est pas la même non plus parce que on va pas voter pour un animé en particulier, mais on va plutôt mettre une note aux différents animés qui sont proposés. Donc dans les meilleures suites, nous avons la deuxième partie de la première saison de Free Run, qui fait partie des favoris. Oshinoko saison 2 également. Re:Zero saison 3, je ne pense pas. One Piece, toujours pas vu, toujours pas envie de voir. Monogatari, non, je vais pas rattraper. Bleach, est-ce qu'il mérite seulement sa place dans cette catégorie? Je suis pas sûr. Beastars, donc moi j'ai pas vu l'animé, j'ai lu le manga. Les Carnets de l'apothicaire, pareil, deuxième partie de la saison 1, pourquoi pas. The Dangers in My Heart saison 2 et la saison 3 de Hibike Euphonium. Dans cette catégorie, il y avait clairement plusieurs candidats possibles. Au final, mon choix s'est porté vers Oshinoko, pour qui j'ai voté, et que j'imaginais également remporter cette catégorie. Au final, la meilleure suite a été attribuée à Free Run, deuxième partie de la première saison. Alors, c'est pas volé non plus, mais c'était une petite surprise quand même pour moi, parce qu'encore une fois, Free Run, c'est un animé du tout début de l'année 2024, et j'imaginais que la hype serait retombée, là où Oshinoko était plus récent, et surtout une saison entière. Peut-être que ça a été l'inverse, justement avec la fin du manga d'Oshinoko, qu'il y a une certaine retombée de cette hype-là, peut-être. En tout cas, c'est Free Run qui remporte la meilleure suite cette année 2024. Enfin, la dernière catégorie, la meilleure nouveauté, nous avons Makeine, gros candidat, clairement un de mes animés préférés de 2024. Après, j'ai jamais pensé qu'il soit assez populaire pour gagner. Windbreaker, qui a été plutôt une bonne surprise, mais qui n'était pas transcendant non plus. Gloutons et Dragons, qui était très cool. Jellyfish Can Swim in the Night, pas convaincu personnellement. Bon, Dan Dadan, bon, là clairement c'était le gros candidat favori. Ranma 1/2, pourquoi pas, même si pareil je pense qu'il est pas assez populaire et connu auprès de la jeune génération. Kaiju Number 8, bon clairement non. Du Mouvement de la Terre, encore moins. Encore une fois, pour moi je ne comprends pas pourquoi cet animé plaît aux gens. Sun of Affection c'était très cool en dehors de certains petits défauts, mais pareil je pense que c'est pas assez connu, pas assez populaire. Girls Bang Cry, ok, pareil, un peu comme Jellyfish, pas convaincu, même si là pour le coup je comprends que des gens aient plus apprécié. Alors dans cette catégorie, on peut voter pour plusieurs animés, on peut dire doit gagner, favorable, neutre, défavorable, ne doit pas gagner ou je ne l'ai pas vu. Et en doit gagner, j'ai mis Makeine et Dan Dadan. On peut faire plusieurs choix. Des choix qui, je pense, étaient plutôt raisonnables. Makeine, c'était vraiment un des gros coups de cœur de cette année 2024 et je le recommande encore. Et Dan Dadan, c'était très cool, c'était une très bonne surprise. Donc logiquement, j'ai voté pour lui également. Et je pense que vous vous en doutez, le gagnant de cette catégorie, ça a été Dan Dadan. Voilà, contrairement à la catégorie précédente,
Là, il n'y avait pas beaucoup de surprises. Bon, au final, c'était plutôt cool cette cérémonie. Kozen, Yoyanis et tout le reste du groupe qui sont vraiment bien débrouillés, à tout organiser et tout. Ils ont fait une cérémonie en live au Club de l'Étoile à Paris. Ils ont eu quelques problèmes techniques indépendamment de leur volonté, notamment un problème de connexion à son compte Twitch qui fait que la cérémonie a été diffusée sur la chaîne de Kanimi au lieu d'être diffusée sur la chaîne de Kozen directement. Et du coup, il y a eu pas mal de retard. Mais quand même, ils ont pu faire ce qu'ils voulaient, et c'était très cool, donc j'attends avec impatience l'année prochaine. Surtout que maintenant, pour moi, cette période, ça devient un moment où je rattrape pas mal d'animés, où parfois il y a quelques déceptions, mais parfois il y a quelques bonnes surprises. Les seuls petits défauts, j'en ai déjà parlé, c'est au niveau des catégories notamment, la catégorie des genres notamment, la romance, la comédie, etc., qui pour moi ne sont pas assez restrictives, et qui du coup, en incluant des œuvres ultra populaires qui touchent un peu à tous les genres, vont fausser les résultats et peut-être prendre la place d'autres comédies ou romances qui auraient pu avoir leur chance. Il y a aussi la catégorie des films qui pose un petit peu problème. Moi, je pense que c'est surtout pour le film Look Back qu'ils ont voulu l'inclure, mais qui pose problème aussi dans l'inclusion de certains films dans d'autres catégories. Bon, ça pareil, on pourrait en discuter au cas par cas. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Il y aura d'autres vidéos qui arrivent sur cette chaîne prochainement, donc restez abonnés. Et je fais des lives régulièrement sur Twitch, vous pouvez venir me suivre. En attendant, à la prochaine.